Il est 20h30 sur le plateau de Coloma. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le pont sur le fleuve Sumba a été inauguré ce 7 juin par le Premier ministre Dr Bernard Goumou, un pont dont la réalisation a coûté 118 milliards de francs guinéens au gouvernement japonais. Également dans ce journal, les échos de la matérialisation de la prise en charge des victimes des droits humains en Guinée, une des principales recommandations des assises nationales dans notre pays. Enfin, tenue des états généraux de l'énergie, un véritable débat sur les problèmes du secteur afin de trouver des solutions pérennes. Nabi Kamara sera dans ce journal pour les détails. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Adoption au CNT d'un accord de prêt entre la Guinée et la Banque mondiale. Le montant qui s'élève à 81 millions de dollars concerne le développement local. Robert Siditolno. Cet accord de financement qui vient d'être adopté à la majorité des conseillers nationaux présents permettra de renforcer la capacité des institutions nationales et locales ainsi que l'intégration adéquate des mesures d'adaptation au climat dans la sélection des infrastructures et services communautaires. Pour un montant global de 81 millions de dollars américains, cet accord adopté avant sa ratification par le chef de l'État obéit aux conditionnalités suivantes. La durée de remboursement est de 40 ans avec une période de grâce de 10 ans. La commission de service est de 1,25% par an sur le montant décaissé. Le paiement d'une commission d'engagement de 0,5% par an sur le montant non décaissé. La date limite d'entrée en vigueur est de 90 jours après la date de signature. Avant l'adoption de cet accord, le CNT a fait d'importantes recommandations. La mise à disposition des conseillers nationaux à travers leur commission de suivi-évaluation, le rapport d'exécution semestriel du projet. La gestion efficace et efficiente des fonds mis à la disposition de ce projet, le respect du délai d'exécution du projet trimestriel ou semestriel, la promotion de la participation des femmes dans le cadre du renforcement de capacités. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances s'est réjoui de cette adoption. Il est ensuite revenu sur les enjeux de cet accord de financement. À la suite de l'immersion gouvernementale, le gouvernement s'est aperçu que le développement local, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation, n'est pas pleinement mise en œuvre. Et pour qu'on puisse procéder à un transfert de compétences au niveau des collectivités locales, il va falloir renforcer leurs capacités. Et c'est en cela que la mise en œuvre de cet accord de financement a son sens. Nous avons sollicité de la Banque mondiale la deuxième phase de ce projet pour permettre à la fin du processus, ce qui veut dire en 2028, que toutes les collectivités, c'est-à-dire les 300 et quelques communes que nous avons, soient renforcées en termes de capacité pour pouvoir prendre en charge le développement de leur localité. La plénière a été marquée par l'adoption de 2 résolutions de l'organe législatif de la transition. C'est dans le cadre de la mise en place des groupes d'amitié entre le Parlement guinéen et les autres institutions. Je vous le disais dans les titres, le pont sur le fleuve Sumba a été inauguré ce 7 juin. La voie est officiellement ouverte pour les usagers de la nationale numéro 3. Les travaux financés par l'État japonais avaient été démarrés en 2019 avec un coût de réalisation de 118 milliards de francs guinéens. C'est le Premier ministre Dr Bernard Goumou qui a coupé le cordon inaugural en présence de plusieurs ministres et cadres de la présidence de la République. Ousmane Bangoura. Fini de longues files d'attente au niveau du pont sur la Sumba dans la préfecture de Dubrika. C'est un fruit de coopération guinéo-japonaise avec une enveloppe financière de 118 milliards de francs guinéens, entièrement financée par le gouvernement japonais. La cérémonie inaugurale du pont a mobilisé des membres du gouvernement, des diplomates japonais en Guinée et les autorités administratives et locales de la préfecture de Dubrika. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un événement majeur qui était tant attendu par les Guinéens, particulièrement les usagers de la nationale numéro 3 Conakry-Boké. Je profite de cette occasion pour solliciter auprès
du ministère en charge des infrastructures et des travaux publics, la finalisation des travaux de canalisation le long du pont pour mieux conserver l'ouvrage. La construction du pont sur la Soumba a contribué également à la formation de plusieurs étudiants en bétonnage solide et résistant. Une coopération de formation basée sur le renforcement des acquis en termes de main-d'œuvre locale qualifiée. Depuis plusieurs années, le gouvernement guinéen s'est lancé dans une politique de reconstruction et de normalisation des ouvrages de franchissement nationaux. Et il a sollicité le Japon pour participer à cet effort. En 2017 et 2018, des études préparatoires et détaillées ont permis, avec une large concertation des ministères, des autorités locales et des habitants de la Soumba, de définir l'emplacement de futurs ponts, ses caractéristiques et les impacts environnementaux et sociaux. Les citoyens venus de différents quartiers et secteurs de la commune rurale de Horira, autour du patriarche de la Basse-Guinée et la Sékou Nassouma, ont exprimé leur volonté à soutenir les projets d'infrastructures d'intérêt socio-économique ouverts dans le pays. Pour le CNRD, la transition n'est pas que politique, elle est aussi sociale, elle est aussi économique et elle est aussi infrastructurelle. L'œuvre de refondation lancée depuis le 5 septembre 2021 vise avant tout à baliser le chemin pour le bien-être des Guinéens. C'est pourquoi d'importants chantiers sont ouverts à travers tout le pays. Nous sommes convaincus qu'en consolidant notre réseau routier, notre réseau urbain et interurbain, il nous sera possible dans un bref délai de consolider notre croissance économique et de garantir l'épanouissement certain de nos concitoyens. Population de Horira et de Dubreka, nous saluons ici votre présence massive à cette cérémonie. L'enthousiasme exprimé est à la hauteur de vos attentes assouvies. Merci du climat de cohabitation exemplaire qui a favorisé le développement des travaux, consolidé l'humanisme et l'amour du prochain qui vous caractérise. Après la coupure du cordon inaugural de ce nouveau pont, la voie a été officiellement ouverte par les usagers. Les troupes de fanfares militaires ont aussi accompagné le film de cette cérémonie qui a refoulé du monde d'horizons différents. Il faut ajouter que la réalisation de cette infrastructure met ainsi fin à plusieurs décennies de calvaire pour les citoyens. Les autorités saluent le dynamisme et la vitalité de la coopération guinéo-japonaise. Quant aux citoyens de la localité, ils entendent bien prendre soin de cet ouvrage qui va réduire de façon drastique les embouteillages sur cet axe. Aboubakar Junior Camara, Daouda Tabansila. Dans la sous-préfecture de Horira, préfecture de Dubreka, le pont sur la Soumba. Son inauguration par les autorités de la transition a mobilisé plusieurs citoyens de la localité qui se trouvent aujourd'hui soulagés par la fin des travaux après plusieurs années de calvaire sur ce tronçon. Avant le pont, la traversée était un calvaire parce que quand tu viens, tu tombes sur un embouteillage. Alors là, tu allais payer le frais de ça. Donc aujourd'hui, c'est un gouffre de soulagement pour tous les usagers de la route. Aujourd'hui, c'est une réelle satisfaction de voir les travaux de ce pont à terme. C'est un ouf de soulagement. Les citoyens de Dubreka et les usagers qui pratiquent cette route sont contents du président Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, vu tout ce qu'il est en train de faire à nos jours à Dubreka et dans tout le pays. Le pont sur la Soumba contribue efficacement à relever le défi infrastructurel
conformément aux préconisations du programme de référence intérimaire 2024-2025. Longue de 77 mètres et 11 mètres de largeur, l'infrastructure permettra de libérer les énergies domestiques pour favoriser un véritable essor économique de Dubreka, tout en facilitant le déplacement des citoyens et de leurs biens. Sentiment de satisfaction totale, non seulement vis-à-vis de nos partenaires, de ceux qui ont réalisé le projet, je veux parler des entreprises contractantes, qui ont compris la vision du chef de l'État, qui ont compris la vision du chef du gouvernement, de l'ensemble du gouvernement, d'être dans une dynamique appropriée pour le bien-être des populations de Guinée. Il s'agit du patrimoine routier. Donc sensibiliser les populations à plus de civisme, éviter de verser de l'huile sur la chaussée, éviter de réparer son véhicule sur la chaussée, éviter de creuser sur la chaussée, chercher toutes les autorisations et toute l'assistance lorsqu'il y a une difficulté sur la chaussée. Au dire du partenaire japonais, des ouvriers guinéens ont été au cœur du chantier tout au long du projet. Un transfert de compétences qui permettra de faire la maintenance et le suivi de l'infrastructure. Dans l'actualité également, relance des travaux de construction et d'équipement de l'abattoir de Kagbeling. Après l'arrêt des travaux en 2015 pour manque de financement, le chantier est relancé pour près de 30 milliards de francs guinéens. Fodé Camara. À l'arrêt depuis près de 10 ans, l'abattoir de Kagbeling était sur le point de devenir un éléphant blanc, une friche industrielle où des milliards de francs guinéens avaient été investis quasiment en vain. Une partie des bâtiments est même vandalisée. Cette page se tourne aujourd'hui avec la relance du projet de construction et d'équipement de cet abattoir moderne. Très sincèrement, nous disons merci, nous sommes fiers du lancement aujourd'hui. Nous rappelons les Guinéens, cet abattoir commencé par le gouvernement de transition. À l'époque, c'était Sekouba Konaté. Depuis ça, à nos jours, le travail traîne. Si aujourd'hui ici, avec le gouvernement de transition, colonel Mamadi Doumbia, qui va faire l'achèvement, on est fiers d'eux. Depuis qu'on a quitté à Koléa, presque il nous a fait quitter là-bas au mois d'août. Nous tous, nous savons au mois d'août comment on peut faire. Depuis nous sommes venus ici, ce travail n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers du gouvernement de transition. Les travaux de construction et d'équipement de l'abattoir de Kagbeling seront exécutés en 2 phases avec un délai contractuel de 9 mois. L'enjeu est de réaliser 4 grands compartiments. Le 3e compartiment, ça, c'est les chambres froides qui sont de l'autre côté. Garder la température 0 et pour conserver la viande 24 heures avant d'être livrée à la consommation. Alors, et le dernier compartiment, qui est le plus important des compartiments, ça, c'est la station de traitement des déchets. Un abattoir qui n'a pas une station de traitement des déchets n'est pas appelé abattoir, c'est l'aire d'abattage. Mais un abattoir moderne doit être pourvu d'une installation technique et technologique chargée de traiter l'ensemble des déchets. Autre articulation de ce chantier de développement rural, la réalisation du hangar des opérateurs et l'aménagement d'une infirmerie et des abreuvoirs. Un projet de près de 30 milliards de francs guinéens, entièrement supporté par le budget national de développement. Cette vision clairement inscrite dans le budget national du développement et aussi dans le budget financé sur les ressources extérieures, avec cette année plus de 1900 milliards de ressources allouées au secteur rural grâce à votre implication personnelle, Monsieur le Premier ministre. Je tiens à rappeler que ceci a constitué une augmentation de près de 200% du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Avec ces ressources, Monsieur le Premier ministre, et grâce à votre suivi personnel des différents chantiers prioritaires de Monsieur le Président, nous avons pu, avec l'appui du ministère des Finances et de tous les collègues, dont l'ACGP, lancer un appel d'offres international. Le grand défi est d'offrir aux consommateurs et autres acteurs du secteur un abattoir respectant les normes sanitaires et environnementales. Une infrastructure d'une capacité de 250 têtes de bovins
par jour. Il se trouve que ce projet peut symboliser le contraste saisissant entre la réalité de la Guinée d'hier et celle d'aujourd'hui avec le CNRD. Ce projet de construction et d'équipement de laboratoire moderne de Kabylie a été lancé, puis relancé à plusieurs reprises avant le 5 septembre 2021. Les révélations qui sont faites par le ministre et également le représentant de la filière montrent que ce projet est un serpent de mer. Notre présence ici doit marquer une rupture avec le passé. Le gouvernement s'est mobilisé, vous voyez plusieurs ministres ici présents, pour accompagner le secteur de l'élevage dans la modernisation du secteur des ressources animales afin qu'il puisse contribuer à l'émergence de notre chère Guinée, comme le souhaite son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce projet d'abattoir de Kabylie fait partie d'un schéma directeur d'amélioration de la compétitivité de la race Ndama, un patrimoine au fort potentiel économique qu'on nous envie à travers le monde à cause de sa grande résistance aux maladies. Assemblée générale du Comité national de lutte contre le sida, exercice 2023 au Palais de la Colombe. Des centaines de participants y prennent part pour valider le plan d'action opérationnel budgétisé 2023. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la rencontre en présence du président du CNT, Ousmane Bangoura, pour le compte-rendu. C'est la 10e Assemblée générale du Comité national de lutte contre le sida en Guinée. Elle a regroupé une centaine de participants venus du gouvernement, du CNLS, des institutions républicaines, de la société civile et du secteur privé. Le secrétariat exécutif est l'organe technique du Comité national de lutte contre le sida avec pour mission de traduire ses orientations politiques en action et de coordonner l'élaboration des documents stratégiques en matière de lutte contre le sida, la mise en œuvre opérationnelle et le suivi du cadre stratégique national de lutte contre le sida, ainsi que la mobilisation des ressources pour son financement. La cérémonie à haute portée de santé publique guinéenne a mobilisé les partenaires techniques et financiers pour la riposte contre la pandémie du sida en Guinée. La communauté internationale, après avoir défini les stratégies mondiales, a exhorté les pays à mobiliser des ressources nationales conséquentes et suffisantes dans un contexte mondial où les priorités ont changé. Ce vibrant appel à la responsabilité des autorités nationales à tous les niveaux pour le financement de la lutte, mais également un accent sur la nécessité de renforcer les capacités des associations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi des services de base. L'Assemblée générale s'inscrit dans le cadre de la redevabilité qui est si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, son colonel Mamadi Doumbouya. Pour le chef de l'État, il a toujours dit que c'est bien de faire de la politique, mais il faut avoir un regard très particulier sur des personnes vulnérables. Je veux parler des femmes, je veux parler des enfants et également, bien entendu, ceux qui vivent dans des situations désespérées, comme le cas, par exemple, de ceux qui vivent avec le VIH-Sida. Donc mon gouvernement va apporter une attention très particulière à repousser cet état de fait-là. Dans la foulée, le Comité national de lutte contre le sida a fait une large projection sur ses activités annuelles à travers tout le pays. Diplomatie avec cette audience du ministre des Affaires étrangères avec l'envoyé spécial du président de la Palestine. Ce dernier est venu transmettre le message du président palestinien au président colonel Mamadi Doumbouya, tout en évoquant les liens de coopération historique entre la Guinée et la Palestine. Alpha Siagaba. Monsieur le ministre. L'envoyé spécial du président de la Palestine chez le ministre des Affaires étrangères. Le diplomate palestinien est porteur des messages de son président au colonel Mamadi Doumbouya. L'entretien a permis de rappeler les liens historiques entre la Guinée
et la Palestine. Je transmets les remerciements aussi du peuple palestinien pour les positions de principe, les positions fermes de la République de Guinée en ce qui concerne la juste cause du peuple palestinien et les initiatives menées par la Palestine sur la scène internationale. J'ai aussi discuté avec son Excellence le ministre les modalités de la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays et les modalités de travailler sur des programmes de coopération pour renforcer encore les relations bilatérales entre la Guinée et l'État de la Palestine. La Guinée et la Palestine, deux États dont les liens de coopération durent depuis plusieurs décennies. Cette rencontre devrait donc permettre de renforcer la coopération bilatérale. Il y a des relations entre nos deux pays qui sont des relations historiques. Et le président Abbas a cru devoir envoyer ce message dont la teneur est réservée d'abord au chef de l'État lui-même. Mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'avant, dans la préparation de l'arrivée de cette mission, il y a eu beaucoup de signaux de remerciements, de reconnaissance, de gratitude de la Guinée sous le colonel Doumbouya qui suit les traces de nos pères fondateurs. Dans un contexte de refondation, Dr Maurice Anda Kouyaté poursuit l'offensive diplomatique pour réitérer la détermination de la Guinée à travailler avec tous ses partenaires et expliquer les chantiers de la transition en cours pour une Guinée apaisée et tournée vers le progrès. Je vous le disais dans les titres, la prise en charge médicale des victimes des droits humains est l'une des recommandations des Assises nationales. Elle figure même en première place. Désormais, les victimes seront prises en charge à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Thierno Marouf Bar. Parmi les 45 recommandations des Assises nationales figure la prise en charge médicale immédiate des malades victimes des droits humains. Une recommandation inscrite en première ligne lors des Assises nationales. L'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé est la structure sanitaire choisie pour apporter des soins médicaux à ces victimes. Déjà, les responsables de cet hôpital ont mis en place un dispositif adéquat pour accueillir ces victimes. Nous avons mis en place à l'hôpital sino-guinéen de Kipé un comité qui doit s'occuper de la prise en charge effective de ces blessés. Donc ce comité est composé de 4 spécialistes. Nous allons recevoir les patients à Sino, nous allons les consulter. S'il y a des examens complémentaires à faire qui peuvent être réalisés à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé, on les réalise. S'ils nécessitent d'être hospitalisés, on les hospitalise. S'il y a des interventions chirurgicales que nous pouvons faire chez nous ici par rapport à notre plateau technique, on va le faire. Et si nous constatons au cours du tri de ces patients des cas qui ne pourront pas être gérés à Sino-Guinée, nous allons rentrer en contact avec les autres structures du pays pour pouvoir vraiment les diriger au niveau de ces structures. Ces victimes recensées lors des assises nationales tenues dans tout le pays vont recevoir tous les soins dans cet établissement sanitaire. Les victimes de Conakry ont déjà débuté les soins. C'est une recommandation, c'est la première d'ailleurs qui a été listée parmi les 45 recommandations formulées. Donc, pour sa mise en œuvre, étant donné que le chef de l'État s'est engagé à mettre en œuvre effectivement ces recommandations, pour la mise en œuvre, un certain nombre de victimes qui ont témoigné lors des assises nationales, des victimes corporelles qui ont soit des blessures ou des maladies qu'ils ont contractées lors soit des manifestations, en tout cas des violations des droits humains. Ces victimes qui ont témoigné ont été identifiées à partir de ces témoignages et aujourd'hui il y a un certain nombre de victimes qui ont été contactées et qui en tout cas sont en train d'être prises en charge à l'hôpital sino-guinéen. Cette assistance médicale va toucher les victimes des droits humains de 1958 à nos jours, à l'image des blessés lors des manifestations politiques. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de l'air, le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance de
tout candidat remplissant les critères que l'état-major de l'armée de l'air organise un test de sélection psychotechnique du personnel navigant et non navigant du 27 au 29 juin 2023 au complexe scolaire Hadia Aïcha Bassi à Yimbaya, commune de Matoto. Ce communiqué s'adresse particulièrement aux universitaires en cours d'études ou possédant une licence scientifique, aux élèves titulaires d'un baccalauréat en sciences mathématiques ou sciences expérimentales orientées dans les écoles de formation professionnelle, aux lycéens en classe de terminale ou titulaires d'un baccalauréat en sciences mathématiques ou sciences expérimentales. Critères d'admissibilité, le candidat doit avoir une aptitude physique, être âgé de moins de 25 ans à la date du 1er septembre 2023. Les candidatures sont reçues à compter de ce jour jusqu'au 23 juin 2023, de 9h à 15h dans l'enceinte de l'état-major de l'armée de l'air, jour férié et week-end exclus. Dossier de candidature, une copie de l'extrait d'acte de naissance, une copie et l'original du diplôme du bac, de licence ou de l'attestation de niveau accompagné du dernier diplôme obtenu, une copie de la carte d'identité scolaire ou carte d'étudiant ou carte d'identité nationale ou du passeport. Contact pour tout renseignement complémentaire, les numéros ci-après sont disponibles. Le 624 44 29 42, le 661 71 66 60. Signé le directeur de cabinet général David Abba. Pour rechercher la bonne qualité des aliments, le ministère du Commerce, Industrie et PME engage une campagne de conscientisation des acteurs de la chaîne alimentaire de toutes les régions de la Guinée. C'est dans le cadre d'un projet de renforcement de la capacité opérationnelle financé par le cadre intégré renforcé. Abdul Karim Kamara. Dans la diversité socio-économique et culturelle de la Guinée, la question de qualité plus que jamais imprègne toute la société. À Conakry, tout comme dans l'arrière-pays, les cartes sont à rebattre, vu les enjeux liés à la qualité, notamment des aliments. Un ambitieux programme du ministère du Commerce, Industrie et PME afin d'amener les acteurs de la chaîne alimentaire à s'inscrire dans la démarche qualité. Ce qui est recherché enfin, c'est effectivement le changement de comportement en commençant par donc les moyens, le milieu, la main-d'œuvre, la méthode et les matières premières. C'est le fait de tenir ces humains qui sont donc à la base de la création de richesses, de la création justement d'emplois. L'initiative est incluse dans le projet de consolidation des aptitudes opérationnelles de l'Office national de contrôle de qualité financé par le cadre intégré renforcé. Objectif principal, rendre la bonne qualité des aliments essentiels à la santé. Les responsables des entreprises doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont les patrons qu'ils doivent être omniprésents et décider de tout. Parce qu'en fait, la qualité, c'est l'amélioration continue. Nous avons tout le temps des interactions avec les commerçants. Désormais, ça nous permettra de les sensibiliser, d'avoir de meilleurs résultats. Et niveau commerce, que nous ayons plus de bons produits sur le marché. Cette sensibilisation porte sur les causes, les conséquences et défis liés à l'insécurité sanitaire des aliments. Elle arrive dans un contexte où chaque pays de l'Afrique fait face aux exigences de la ZLECAf. Si nous menons une démarche commune, je pense qu'ensemble, le gouvernement peut faire quelque chose pour que nos différents produits passent dans des laboratoires pour le contrôle de qualité de nos produits. Le CNRD est là à corriger le tir. Il y avait trop de théories. Le peuple maintenant veut de la pratique. Ce que nous consommons, si elle est de qualité, ce que nous exportons, si elle est de qualité, non seulement notre santé est sécurisée, mais nous pourrons faire aussi la concurrence à l'extérieur. Partout où la mission est passée, les acquis de l'ONCQ en termes d'équipement et de formation de son personnel sont présentés. Une manière d'expliquer aux acteurs de la chaîne alimentaire que l'Office est un outil important d'accompagnement dans la démarche qualité. La Guinée s'apprête également à accueillir la 36e conférence annuelle et l'Assemblée générale du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. La rencontre sera organisée par la Direction générale des impôts sous l'égide du ministère du Budget. Objectif, faciliter le dialogue et les échanges entre les pays membres, mais surtout
promouvoir une coopération multilatérale basée sur l'intérêt commun et la mutualisation des efforts. Marouane Kamara. La Guinée se prépare pour abriter la conférence annuelle du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales. Une trentaine de pays sont attendus. Les préparatifs vont bon train. À la Direction générale des impôts, les enjeux de cet événement sont à rappeler. Nos attentes sont nombreuses et vous vous souviendrez que le CREDAF permet aujourd'hui à nos États non seulement de venir échanger sur les différentes expériences, mais c'est devenu un cadre de mutualisation des bonnes pratiques. De 2020 à date, donc 2023, la Guinée a pu bénéficier d'accompagnement, d'assistance de la part du CREDAF. C'est entre autres la mission d'inspecteur des impôts sans frontières sur des questions minières dont on n'avait pas toute l'expertise nécessaire. Le thème de la 36e conférence portera également sur la promotion du civisme fiscal. Objectif, faciliter le dialogue entre les pays membres et promouvoir une coopération internationale multilatérale fondée sur l'intérêt commun. C'est une réalité qui est aussi mondiale. L'impôt n'est parfaitement accepté dans aucun pays. Et de tous les rapports entre l'État et le citoyen, la relation fiscale est la plus vulnérable. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il vaut mieux prendre le débat, essayer de l'entretenir, éviter de brusquer cette relation. C'est pourquoi nous mettons le contribuable au cœur de toutes nos préoccupations. Chaque année, le CREDAF organise près d'une dizaine d'événements internationaux auxquels participent des représentants de nombreuses organisations et institutions internationales. Renforcement de capacité pour les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur. La notion développée est celle de la gouvernance financière et administrative. Mounir Bari pour les détails. La Direction générale de l'enseignement supérieur, à travers les autorités du département de tutelle, offre une session de remise à niveau. Recteurs, directeurs généraux et responsables des services administratifs et financiers renforcent leurs capacités opérationnelles dans le leadership et la gouvernance administrative et financière. Nous avons initié cette activité qui concerne la gouvernance universitaire et notamment dans ses volets gestion financière et leadership. Les outils de la gouvernance administrative et financière sont expliqués aux différents responsables des établissements universitaires. Durant 3 jours, ces acteurs seront outillés en vue de promouvoir un enseignement supérieur de qualité conformément à la lettre de mission assignée au département. Il faut que nous autres cadres, responsables, administrateurs, puissions perpétuellement nous former afin de renforcer nos capacités. Nous sommes dans une ère où les choses évoluent très rapidement. Aussi bien dans le domaine de la loi que dans le domaine de la technique ou de la technologie, nous devons accepter de nous former afin que la transmission de cette formation auprès de nos étudiants soit de la meilleure qualité. La Direction générale de l'enseignement supérieur annonce dans son agenda la pérennisation de ces cadres d'échange et de partage d'expériences dont l'objectif est de booster le secteur. L'ambition des autorités du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est de créer de meilleures conditions d'apprentissage pour une meilleure insertion des jeunes. Je vous le disais dans les titres, la problématique de l'énergie en Guinée, c'est le thème des États généraux organisés par le ministère de l'Énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Les travaux ont débuté ce mercredi à Conakry sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Nabi Kamara. En dépit de l'importance de son potentiel hydrique et de gros investissements dans le secteur, la Guinée est toujours confrontée aux problèmes d'énergie. Certes, quelques progrès ont été réalisés ces derniers temps avec la construction des barrages de Kaleta et Swapiti, mais des difficultés sont encore remarquables tant sur le plan technique que sur le plan commercial. C'est donc tout un défi à relever pour assurer le développement de notre pays. C'est pourquoi le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a décidé d'organiser les États généraux de l'énergie en Guinée.
Au regard de ces constats majeurs et de l'ambition du gouvernement d'améliorer considérablement le taux d'accès à l'électricité dans le pays et la qualité du service tout en assurant sa durabilité, il est apparu pertinent et nécessaire pour le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, d'organiser les présents états généraux de l'énergie, au cours desquels des réflexions approfondies et des échanges francs auront lieu autour des thématiques ci-après. État des lieux, production, transport, distribution et commercialisation d'énergie électrique, électrification rurale et enfin les enjeux économiques et financiers du secteur et impact sur les finances publiques. Tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'énergie sont présents dans cette salle. Pendant 3 jours, ils vont réfléchir sur la problématique de l'énergie en Guinée, les défis et perspectives. C'est du moins le thème central retenu par les organisateurs. L'avenir énergétique de la Guinée est entre nos mains. Il est temps de prendre notre destin en main, de transformer notre potentiel en réalité et nos rêves en réalisation encore une fois de plus. Au regard de cette situation, la tenue des présents états généraux de l'énergie est donc salutaire. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les défis, il faut les relever. Parmi les résultats attendus par cette rencontre, le diagnostic institutionnel du secteur de l'énergie, les causes des contre-performances du secteur et une feuille de route qui sera une base consensuelle pour l'élaboration d'un plan stratégique et d'action. Formation en technique de management des partenariats publics-privés à l'attention des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Elle est financée par la Banque mondiale à travers le projet de gestion des ressources minières et environnementales afin de leur permettre de mieux maîtriser les types de contrats et les risques qui y sont liés. Memouna Bella Diallo. Les techniques de management de partenariats publics-privés sont les notions choisies pour ces cadres du ministère des Mines et de la Géologie. L'objectif de cette formation est de leur permettre d'être à la hauteur de la gestion des réformes mises en œuvre par les autorités et des activités qui sont tributaires à ces réformes. La formation se tient à Kindia et va durer 14 jours. Je voudrais partager avec les organisateurs la pertinence de cette formation technique de ces ressources humaines qui vient combler un vide qui a tant menacé la vie de nos projets. Toute chose qui s'inscrit en droite ligne de la vision du Comité national du Rassemblement pour le développement, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Avec cet atelier, les apprenants vont être mieux outillés pour qu'ils puissent aider et traduire dans les faits les politiques de contenu local et les politiques d'intégration à la base pour une meilleure distribution des revenus collectés notamment dans le secteur minier. Avec les projets PPP, l'administration minière voudrait se rassurer si elle est outillée au même niveau que les privés pour mieux défendre les intérêts de l'État et éviter les risques souvent liés au contrat. Ce qu'on attend vraiment, c'est d'outiller nos cadres afin qu'ils puissent nous aider dans le choix de type de projet. Comme vous savez bien, ce n'est pas tous les projets qui peuvent être traités dans le cadre de PPP. Et d'abord, dans un premier temps, on veut savoir que les cadres sont capables de dire ou de conseiller l'administration du type de projet qu'il faut. Est-ce que c'est des projets PPP qui sont beaucoup plus rentables à l'État? Est-ce que l'État pourrait défendre ou l'État a des capacités de faire une gestion de projets de PPP? La formation est assurée par le Centre international de formation et de perfectionnement, CIFOP Paris, avec un financement de la Banque mondiale à travers le projet de gestion de ressources minières et environnementales. La Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année est mise à profit par la société minière de Dinguiraye pour appuyer les groupements de femmes balayeuses à l'Hérault dans la sous-préfecture de Sigirini. Des équipements leur sont offerts pour leur faciliter la vaste opération d'assainissement des déchets plastiques qui foisonnent dans la localité minière de l'Hérault. Mamadi Tarnakamisoko.
À Lero, dans la sous-préfecture de Sigirini, elles sont réparties entre 3 groupements de femmes leaders. Leur préoccupation au quotidien, débarrasser la localité minière de la saleté. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ces balayeuses reçoivent l'équipe de la société minière de Dinguiraye SMD. Une synergie d'action pour lutter contre la prolifération des déchets plastiques à Lero. La SMD a pris ce sujet à bras le corps pour déléguer toute sa direction pour venir auprès des femmes et les témoigner son soutien, les témoigner tout le travail qu'ils font et leur demander de continuer là-dessus avec des présents. Pour cette opération, c'est le grand marché de Lero qui a été la cible. Le choix n'est pas fortuit. À cet endroit, les déchets plastiques foisonnent. Vous avez vu le village, il est désormais propre. Que chacun prenne ses responsabilités. Au marché, dans nos familles, qu'on lutte contre ces déchets plastiques pour notre propre santé. Ces balayeuses ne se sont jamais découragées à Lero, malgré leurs maigres moyens. Aujourd'hui, nous demandons à la société SMD d'appuyer ces femmes dans leur activité. Pour accompagner ces femmes, la logistique a été mobilisée par la SMD. L'idée est de soutenir leur engagement dans la propriété de leur localité. La SMD a compris qu'il faut aider ces femmes. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui avec des brouettes, des râteaux, mais aussi des poubelles. Ce qui témoigne de notre affection au travail formidable de ces femmes de Lero. La protection du couvert végétal est au cœur de la politique de proximité de la SMD. D'où la restauration de plusieurs sites désormais non exploités qui donnent une belle verdure à Lero. Nous allons dans la région de l'Abbé où les défis liés à la malnutrition et à la couverture vaccinale sont pris en compte. À Leluma et Koubia, un projet y est développé par le gouvernement japonais et l'UNICEF avec une exécution de l'inspection régionale de la santé. Sans moto, tout terrain sont offerts aux agents de la santé. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Ningilandi Diallo. Leluma et Koubia accueillent favorablement le projet répondre aux défis des crises multiples sur la malnutrition des enfants guinéens par les interventions intégrées de Nutrition Watch. Il est financé par le gouvernement japonais à travers l'UNICEF et exécuté par l'inspection régionale de la santé avec l'appui de la communauté. Ce projet renforce les liens intersectoriels entre la nutrition et l'eau et l'hygiène-assainissement afin de renforcer la résilience des ménages en réduisant l'exposition des enfants aux maladies d'origine hydrique qui sont des facteurs aggravants ayant un impact sur l'état nutritionnel des enfants et des femmes. Réitérer notre engagement, non seulement à suivre la mise en œuvre de ce projet pour que le droit des enfants soit de la réalité, mais aussi l'utilisation judicieuse des engins roulants qui vont être mis à disposition. Dans l'agenda d'exécution du projet, des actions concrètes en matière de nutrition et d'accès à une eau potable de qualité pour un environnement favorable au développement des jeunes enfants seront réalisées. Également, pour faciliter la vaccination des enfants dans la région de l'Abbé, l'UNICEF, à travers son partenaire Gavi, a mis à la disposition des agents du programme élargi de vaccination et de la santé communautaire 106 motos tout-terrain. Ces motos sont des outils de travail qui vous permettront d'atteindre toutes les communautés en vue de vacciner tous les enfants cibles. Et cela va permettre de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. On travaille en étroite collaboration avec l'UNICEF et les partenaires locaux pour garantir la mise en œuvre efficace des interventions intégrées. Nous allons également mettre en place des systèmes de surveillance et d'évaluation solides pour suivre les progrès et mesurer les résultats. Dans cette première phase du projet, près de 5 000 enfants souffrant de malnutrition seront pris en charge dans la région administrative de l'Abbé et de Mamou. Pour finir, la Guinée, à l'instar des pays membres de l'Union africaine, célèbre la journée internationale des frontières africaines ce 7 juin sous le thème «
accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette célébration constitue une opportunité pour les pouvoirs publics africains d'harmoniser leur politique de libre circulation des personnes et de leurs biens en vue d'une meilleure gestion des frontières dans le cadre de la consolidation de la paix transfrontalière. Les propos du ministre de l'administration du territoire sont recueillis par Amadou Touré. Suivi. Chers compatriotes, le 7 juin de chaque année, les États membres de l'Union africaine célèbrent la Journée africaine des frontières. Cette année, elle sera célébrée sous le thème « L'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf ». La zone de libre-échange continentale africaine a pour objectif fondamental de faciliter les importations et les exportations intra-africaine des biens et des services conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'année 2023 correspond à la 3e édition dont les festivités se dérouleront dans la région administrative de Farana à travers des activités de sensibilisation et d'information des populations, des autorités administratives, des élus locaux, des organisations de la société civile et des forces de défense et de sécurité sur les questions liées à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine comme facteur de développement économique et social des États membres. Chers compatriotes, dans une communion empreinte d'amitié et de fraternité, dans la sous-préfecture frontalière de Heremakonon, Guinéens et Sierra-Léonais mettront à profit ces moments pleins de signification pour mener des réflexions sur les potentiels économiques et commerciaux de l'espace transfrontalier qu'ils partagent ensemble afin d'accroître le flux commercial dans la zone. Elles seront accompagnées des rencontres sportives regroupant des jeunes Guinéens et Sierra-Léonais à Heremakonon et à Coin-du-Koura. Cette célébration conjointe marque l'excellence des relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux pays et traduit la volonté des autorités gouvernementales à renforcer l'unité africaine à travers la promotion de la libre circulation des personnes et des biens en vue de relever le défi de l'intégration africaine. Dans cette perspective, le gouvernement guinéen poursuit ses efforts de sécurisation des frontières à travers la conduite d'un processus efficace de matérialisation, de réaffirmation des frontières et de renforcement de la coopération transfrontalière avec tous les États voisins. Cette action est en lien avec les axes d'intervention du programme Frontières de l'Union africaine qui accompagne les États dans la recherche des solutions durables aux questions frontalières. C'est à juste que le gouvernement de la République de Guinée se félicite des avancées et encourage les partenaires techniques et financiers à une synergie d'action dans ce domaine. Mes chers compatriotes, c'est le lieu et le moment de remercier son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son implication personnelle dans la pacification des frontières et la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Pour terminer, je réaffirme l'engagement et la disponibilité du gouvernement guinéen à poursuivre les efforts pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine dans l'intérêt des peuples. Vive la paix en Afrique, vive la République, je vous remercie. Fini ce journal grand, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à très vite.